Alors, je reprends. On a été coupé, en l'occurrence. Donc, par rapport aux objectifs, eh bien, les objectifs sont des objectifs qui sont effectivement liés au fait d'être reconnue comme une femme avec des principes, une pudeur, une façon de pratiquer sa religion. J'essaie de voir si tout va bien de votre côté. D'accord. Donc en l'occurrence, tout va bien. Donc on a ces objectifs-là, mais il faut faire attention à ce que la compréhension des objectifs qui expliquent une règle n'en finisse pas par faire disparaître la règle. C'est une prescription de l'islam, le fait de porter le khimar, de porter le foulard, et en l'occurrence, ça doit être pour une femme le fait de progresser dans son engagement, de progresser dans sa pratique, et à un moment donné, elle seule, et donc d'ailleurs c'est ce que nous dit notre interlocutrice, elle ne le porte pas parce qu'elle n'est pas convaincue, c'est une prescription de l'islam, elle n'est peut-être pas convaincue pour elle-même, et après, chacune doit en l'occurrence, décider si elle veut le porter ou si elle ne veut pas le porter. C'est un choix, c'est un acte de foi et c'est un choix qui doit être libre dans la compréhension de la règle islamique. Maintenant, on ne peut pas, au nom de ce que vont faire les sociétés, en l'occurrence, parce qu'en France, ce n'est pas le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, même si aujourd'hui il y a une stigmatisation de la visibilité de l'islam, mais il y a certaines personnes qui se disent « Ah, comme je suis visible, je vais porter plus le flanc, prêter plus le flanc à la stigmatisation, donc je ne le porte pas, comme ça, ça me rend invisible. » Non, on ne peut pas commencer au nom d'une atmosphère à accepter que l'on sous-estime ou que l'on ne donne pas son poids à une pratique qui est importante. Maintenant, nous avons dit le principe, c'est une prescription. Nous avons dit l'autre principe, une femme doit être libre de le porter. Récemment, dans ma seule intervention, ma première visite en l'occurrence en Iran, dans les deux interventions que j'ai pu faire, j'ai pu expliquer ce que je dis pour l'Arabie Saoudite que ce que je dis pour l'Iran, que je suis contre le fait qu'on impose aux femmes de porter le foulard par une décision d'État. Ça doit être un choix libre. Et puis en l'occurrence, après, eh bien, une femme, quand elle veut le porter, elle doit être libre aussi de le porter. Et ça aussi, c'est pour ça que je m'oppose à ces législations qui disent vouloir régler le problème, mais qui créent une vraie discrimination, puisque certaines femmes qui décident de le porter, et quand elles décident de le porter pour elles-mêmes, ce doit être respecté de la même façon. Maintenant, dans la société française, comme dans les sociétés européennes, c'est pas parce qu'on a créé par rapport à l'islam une atmosphère qui est extrêmement négative que tout à coup il faudra battre en retraite et puis se dire il faut qu'on disparaisse, il faut qu'on ne soit pas là. Non, le but c'est une présence qui soit une présence active, positive pour le bien de la société. Mais la société française est une société plurielle, c'est une société dont l'islam est une des religions, et donc il faut l'accepter pour telle, et qu'on n'ait pas aujourd'hui une police de la conscience qui nous dise voilà le bon islam et voilà le mauvais islam. Et donc là, ça, il ne faut pas l'accepter. Maintenant, à aucun moment, l'idée que la raison d'être d'une règle, quand elle disparaît ou qu'on nous fait penser qu'elle a disparu dans une société, eh bien ça nous ferait faire tomber la règle. On ne peut pas aller jusque-là. Et donc la personne, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de délicatesse, elle dit j'espère n'être pas allé trop loin dans ma question ou avoir enfreint. Non, non, pas du tout. Ces questions-là, il faut vraiment les poser. Je sais qu'il y a un certain nombre d'intellectuels ou de cadres associatifs ou de représentants de mosquées qui vont jusque-là en disant ben, l'atmosphère elle n'est pas bonne et tout à coup ils battent en retraite. On a vu ça sous les colonisations aussi, c'est-à-dire tout à coup des savants qui étaient liés aux colonisateurs ou qui voulaient être reconnus par le colonisateur faire exactement ces démarches-là. Tout à coup, il y a des choses qui étaient importantes dans l'islam qu'on pouvait considérer comme secondaires. Non. Ce que nous devons considérer comme prioritaire ou secondaire, c'est à nous de le décider. Et puis à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit clair.
Nous, on pense qu'il y a des choses qui sont supérieures, le fait de la reconnaissance de Dieu, les 5 prières par jour, le jeûne, tout ceci c'est le plus haut niveau, hein, on demande la liberté de conscience, et puis le fait que nous ne buvions pas d'alcool, que nous ne mangions pas de porc, et puis que pour la tenue vestimentaire, nous ayons une démarche qui soit liée à la pudeur. Le fait de porter le foulard est une de ces dimensions-là. On demande à être respecté dans nos choix. Mais on ne va pas dire ça n'est plus important parce que tout à coup, les objectifs qu'on aurait placés dans la règle, eh bien, on pense qu'on ne les atteint pas. D'ailleurs, en plus, la vraie question, c'est comment les choses vont pouvoir se faire. Comment est-ce qu'on va faire de la France ou des sociétés africaines ou des sociétés, là maintenant on en a qui nous écoutent au Canada ou qui nous écoutent partout en Europe, il y en a même qui nous écoutent en Asie à l'heure où je vous parle. Eh bien, comment on va faire pour confirmer, réaliser le projet pluraliste d'une société sur le plan de leur respect égal de la citoyenneté de chacun, mais le respect aussi des libertés de conscience, des libertés de pratique, de la diversité, même dans la tenue vestimentaire, dans les intelligences. Comment on va le faire si, en l'occurrence, l'objectif nous semble ne pas être atteint, donc on bat en retraite, on disparaît et on n'est pas visible, où on est colonisé par la peur qu'on a envie d'instiller en nous, en disant « Ah ben non, vous voyez, c'est la seule façon d'être un bon musulman et une bonne musulmane, c'est d'être invisible, ou c'est de faire le minimum. » Non, on peut être visible physiquement, et puis il faut être encore plus visible civilement, par notre action, par notre engagement. Voilà des choses qu'il faut mettre en évidence. Donc, il faut faire attention dans cette, puisque notre enseignement est lié aux objectifs, on va y revenir d'ailleurs dans les prochains cours, on va beaucoup insister là-dessus, il ne faut pas que notre engagement sur les objectifs soit une façon de déconsidérer les règles. Il y a des règles, il faut les respecter, et puis après, à chacune de déterminer son cheminement, et de ne pas parfois essayer de justifier ses choix en surdéterminant les objectifs. Ça, ce serait un problème. Alors, je crois que j'arrive, là je suis bientôt essayer de regarder s'il y avait d'autres questions. Il y avait des questions qui étaient intéressantes. Voilà, écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais essayer de voir s'il y a une ou deux questions qui apparaissent ici et qui pourraient... Alors, justement, là, il y a deux choses qui ont été dites. Je ne donne pas de solution. Mais à quel problème ? À quel problème ? On me pose une question et on me pose des questions. Le cours, il n'est pas pour donner des solutions. D'abord, moi, je n'ai pas toutes les solutions à toutes les questions que vous posez. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées sur comment se déterminer, comment comprendre les choses. Et bien là, moi, ce que j'essaye, c'est de donner un cadre. Comment est-ce qu'on se détermine par rapport au cadre ? Comment est-ce qu'on comprend le cadre ? Ensuite, on se détermine. C'est ça qui est important aussi en islam, c'est ce cours. Tout ce que nous essayons de faire là sur Internet, tout ce cours, il est de donner les moyens aux gens d'avoir des outils pour être autonomes. Il ne faut pas attendre du prof qui vous donne les moyens de votre autonomie et les solutions à votre problème, parce qu'alors ce n'est pas de l'autonomie, ça sera aller à l'encontre de ce qu'on comprend, c'est-à-dire donnez-moi des solutions à mes problèmes. Mais non, d'abord on vous donne des solutions pour bien comprendre le problème, puis ensuite on vous donne les moyens de bien comprendre le problème, puis ensuite il faut se déterminer. Alors par exemple, sur une question du foulard, là par exemple, une personne dit, ça n'est pas la tenue vestimentaire qui détermine la religiosité. C'est tout à fait vrai. On n'est pas forcément plus croyant parce qu'on porte foulard ou moins croyant parce qu'on ne le porte pas. Par contre, chacune et chacun sait que par rapport à lui ou par rapport à elle-même, eh bien, il y a, de ce point de vue-là, une évolution à voir. La religiosité se mesure personnellement par ce lien, par ce rappel, par le sens que nous donnons aux choses. Et il y a des femmes qui, aujourd'hui, s'engagent et veulent
veulent porter le foulard dans cette dignité-là, il faut les respecter, il faut bien être clair que ça fait partie de leur autonomie et que les autres musulmanes et les autres musulmans ne commencent pas un discours en disant oui, mais l'habit ne fait pas le moine. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais quand l'habit permet à certaines femmes de pouvoir s'engager dans leur spiritualité, on le respecte. Quant aux femmes qui ne vont pas dans ce sens-là, c'est leur choix. La solution, ce serait quoi? De l'imposer ou de ne pas? Non, la solution, c'est éduque-toi, acquiert de la connaissance et détermine quel est ce qui est le mieux pour toi. Et il n'y a pas d'autres personnes que toi, parce que pour certaines personnes, elles se rendent bien compte que la façon dont je me présente est une façon de parfois me protéger, et ça m'aide à développer la spiritualité. Il ne faut pas se mentir, la façon dont je vais me positionner, me présenter, c'est aussi une aide. Pour d'autres, les choses évoluent différemment ou s'inscrivent différemment. Voilà une chose qui est importante. Donc, n'attendez pas d'un cours ou d'une formation qui vous donne les solutions. Comme il y en a certains qui me demandent « alors on vote pour qui ?» Mais moi, je n'ai pas à vous donner de consignes de vote. J'ai à vous donner et à partager avec vous une réflexion critique sur ce que ça veut dire. Et par exemple, je peux, moi, déterminer ni l'un ni l'autre, ou en l'occurrence aujourd'hui, mais ça n'est pas ça que vous devez attendre d'un enseignant ou de quelqu'un qui vous forme. C'est vous donner, encore une fois, comment réfléchir justement. Et moi, ce que je vous dis, par exemple, ici, arrêtez, en l'occurrence, en tant que citoyen, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie ou au Japon ou en Europe, de systématiquement penser votre engagement politique en demandant si l'élu en question est plutôt positif ou négatif vis-à-vis de nous. En l'occurrence aujourd'hui, l'ère du temps en Occident n'est pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à quelque chose qui est forcément positif. Par contre, il faut développer un rapport aux politiques, au rapport à qu'est-ce qu'ils nous proposent comme politique sociale, comme politique économique, comme politique pluraliste ou non. C'est ça qui est le plus important. Et à partir de là, de comprendre qu'en fonction de la politique, c'est là où nous, on gagnera à être plus visible comme citoyen, plus visible comme être de conscience, être de spiritualité, être d'engagement. C'est ça quand même qui est le plus important. Ce petit calcul qui est une communauté religieuse qui calcule le fait de savoir si ce candidat-là va être plus gentil avec nous et puis finalement qui développe une pensée communautaire mais qui ne se veut pas communautaire parce qu'elle se présente comme citoyen. Mais non, ça en l'occurrence, c'est vraiment contradictoire et parfois même un peu, passez-moi l'expression, un peu un double discours. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. À mon sens, ce n'est pas comme ceci qu'on se positionne et ce n'est pas comme ceci qu'on devrait se mettre dans l'engagement. Ah oui, alors dernier élément, puis je vais rester là-dessus. On dit oui, le fait de porter, vous voyez, c'est encore, on en vient à des questions qui sont sur des questions controversées. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, l'objectif du foulard et du khimar, c'est la protection des femmes, mais dans leur visibilité aujourd'hui, elles ne sont pas plus protégées. Ça, c'est un argument qui est un tout petit peu secondaire, c'est-à-dire ou qui n'est. Je veux dire que aujourd'hui, on peut avoir des agressions, et que ce soit vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis des femmes. Le propos est clair. Mais je ne pense pas qu'en termes comptables, il y ait eu tellement d'agressions par rapport à des femmes qui portent le foulard qu'on puisse dire elles ne sont plus du tout en sécurité. Non, c'est pas simplement la sécurité d'ailleurs, la raison d'être, elle est beaucoup plus liée à une dimension de présence spirituelle, de présence qui détermine une façon d'être vis-à-vis du monde et pas forcément la question de la sécurité, parce qu'en l'occurrence ça n'était pas le cas au moment de la constitution même de Médine, en l'occurrence, pas dans toutes les situations. Donc je ne crois pas qu'on puisse réduire ceci à cela. Donc vous voyez, encore une fois, il ne faut pas chercher prétexte, il ne faut pas chercher de contournement, il faut juste assumer que l'on connaisse la règle et qu'on se détermine en conscience, personnellement, en tant que femme ou en tant qu'homme, et puis qu'on aille
vers ses priorités, qu'on les assume aussi. Il faut assumer ses priorités, il faut assumer ses choix, et puis à un moment donné, il faut être cohérent. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand on a assumé son choix, personnellement, on ait suffisamment de courage intellectuel et de courage spirituel et citoyen, en l'occurrence, pour pouvoir aussi légitimer, ou en l'occurrence, respecter le choix des autres. Qu'il aille dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire s'assumer et respecter. Ça me paraît être aussi une démarche qui est le plus importante. Donc, voilà, donc j'espère que oui, il y a des réflexions intéressantes. Je vous propose de regarder les choses intéressantes au travers de ceci. Voilà, moi je vais vous retrouver en l'occurrence pour la poursuite de cette formation, si j'ai bonne mémoire, dans 2 semaines, où je donnerai la formation en présentiel. Ce sera aussi, pour ceux qui se sont inscrits, ce sera aussi, vous pourrez avoir accès. Encore une fois, toute la démarche, c'est la vision large de la cosmologie, c'est-à-dire l'ordre du monde, comment on conçoit le monde, une conception du monde, puis ensuite aussi une conception de la vie et de la mort, puis une conception de soi, et puis ensuite comment est-ce qu'on considère l'âme, comment est-ce qu'on considère la psychologie, comment on considère la lumière, qu'est-ce que c'est que la lumière finalement, parce que le concept de lumière est partout, on l'a d'ailleurs même dans la tradition occidentale, au-delà de la tradition française, c'est-à-dire l'ère, le siècle des Lumières, cette libération de l'homme par son intelligence de tout ce qui pouvait être l'imposition dogmatique de structures religieuses. Ça, ce sont des choses que nous avons aussi dans notre tradition de façon différente. Puis on va aborder sous peu toute cette question aussi de la psychologie, comment comprendre soi, la psyché, comment comprendre l'ordre de l'intériorité et du fonctionnement psychologique et psychique dans la conception de l'homme, et puis peu à peu, au gré de l'année, aller vers l'engagement. Donc encore une fois, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, les inscriptions sont ouvertes encore. Pour ceux qui veulent suivre les choses en ligne, vous aurez la possibilité de revoir les 4 cours qui sont passés et de poursuivre avec nous le reste de l'année. On se retrouvera au cours de l'année pour un chat comme celui-ci, pour répondre à vos questions. D'ailleurs, je vous remercie de la qualité des questions qui ont été posées. Vraiment, ça prouve qu'on est dans la bonne voie et qu'il faut que nous continuions à faire ce travail-là. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et l'une des façons de prendre soin de ceux que l'on aime, c'est de le leur dire, c'est de le leur manifester. Tous les signes sont bons de ce point de vue-là pour s'y engager. Et puis, prendre soin de soi, c'est toujours faire en sorte que demain soit un jour où nous ayons acquis plus de connaissances que la veille et que cette connaissance nous ait permis d'être de meilleurs acteurs de nos vies et de meilleurs acteurs de nos sociétés. Que Dieu vous aide, vous aime et vous protège. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essayez de regarder s'il y avait d'autres questions. Il y avait des questions qui étaient intéressantes. Voilà, écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais essayer de voir s'il y a une ou 2 questions qui apparaissent ici et qui pourraient... Alors, justement, là, il y a 2 choses qui ont été dites. Je ne donne pas de solution. Mais à quel problème ? À quel problème ? On me pose une question et on me pose des questions. Le cours, il n'est pas pour donner des solutions. D'abord, moi, je n'ai pas toutes les solutions à toutes les questions que vous posez. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées sur comment se déterminer, comment comprendre les choses. Et bien là, moi, ce que j'essaye, c'est de donner un cadre. Comment est-ce qu'on se détermine par rapport au cadre ? Comment est-ce qu'on comprend le cadre ? Ensuite, on se détermine. C'est ça qui est important aussi en islam, c'est ce cours.
Tout ce que nous essayons de faire là sur Internet, tout ce cours, il est de donner les moyens aux gens d'avoir des outils pour être autonomes. Il ne faut pas attendre du prof qui vous donne les moyens de votre autonomie et les solutions à votre problème, parce qu'alors ce n'est pas de l'autonomie, ça sera aller à l'encontre de ce qu'on comprend, c'est-à-dire donnez-moi des solutions à mes problèmes. Mais non, d'abord on vous donne des solutions pour bien comprendre le problème, puis ensuite on vous donne les moyens de bien comprendre le problème, puis ensuite il faut se déterminer. Alors par exemple, sur une question du foulard, là par exemple, une personne dit, ça n'est pas la tenue vestimentaire qui détermine la religiosité. C'est tout à fait vrai. On n'est pas forcément plus croyant parce qu'on porte foulard ou moins croyant parce qu'on ne le porte pas. Par contre, chacune et chacun sait que par rapport à lui ou par rapport à elle-même, eh bien, il y a, de ce point de vue-là, une évolution à voir. La religiosité se mesure personnellement par ce lien, par ce rappel, par le sens que nous donnons aux choses. Alors, je reprends. On a été coupé, en l'occurrence. Donc, par rapport aux objectifs, eh bien, les objectifs sont des objectifs qui sont effectivement liés au fait d'être reconnue comme une femme avec des principes, une pudeur, une façon de pratiquer sa religion. J'essaye de voir si tout va bien de votre côté. D'accord. Donc, en l'occurrence, tout va bien. Donc, on a ces objectifs-là, mais il faut faire attention à ce que la compréhension des objectifs qui expliquent une règle n'en finissent pas par faire disparaître la règle. C'est une prescription de l'islam, le fait de porter le khimar, de porter le foulard, et en l'occurrence, ça doit être pour une femme le fait de progresser dans son engagement, de progresser dans sa pratique, et à un moment donné, elle seule, et donc d'ailleurs c'est ce que nous dit notre interlocutrice, elle ne le porte pas parce qu'elle n'est pas convaincue, c'est une prescription de l'islam, elle n'est peut-être pas convaincue pour elle-même, et après, chacune doit, en l'occurrence, décider si elle veut le porter ou si elle ne veut pas le porter. C'est un choix, c'est un acte de foi, et c'est un choix qui doit être libre dans la compréhension de la règle islamique. Maintenant, on ne peut pas, au nom de ce que vont faire les sociétés, en l'occurrence, parce qu'en France, ce n'est pas le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, même si aujourd'hui il y a une stigmatisation de la visibilité de l'islam, mais il y a certaines personnes qui se disent « Ah, comme je suis visible, je vais porter plus le flanc, prêter plus le flanc à la stigmatisation, donc je ne le porte pas, comme ça, ça me rend invisible. » Non, on ne peut pas commencer au nom d'une atmosphère à accepter que l'on sous-estime ou que l'on ne donne pas son poids à une pratique qui est importante. Maintenant, nous avons dit le principe, c'est une prescription. Nous avons dit l'autre principe, une femme doit être libre de le porter. Récemment, dans ma seule cause. Et il y a des femmes qui, aujourd'hui, s'engagent et veulent porter le foulard dans cette dignité-là. Il faut les respecter, il faut bien être clair que ça fait partie de leur autonomie et que les autres musulmanes et les autres musulmans ne commencent pas un discours en disant « Oui, mais l'habit ne fait pas le moine. » Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais quand l'habit permet à certaines femmes de pouvoir s'engager dans leur spiritualité, on le respecte. Quant aux femmes qui ne vont pas dans ce sens-là, c'est leur choix. La solution, ce serait quoi? De l'imposer ou de ne pas? Non, la solution, c'est éduque-toi, acquiert de la connaissance et détermine quel est ce qui est le mieux pour toi. Et il n'y a pas d'autres personnes que toi, parce que pour certaines personnes, elles se rendent bien compte que la façon dont je me présente est une façon de parfois me protéger. Ça m'aide à développer la spiritualité. Il ne faut pas se mentir. La façon dont je vais me positionner, me présenter, c'est aussi une aide. Pour d'autres, les choses évoluent différemment ou s'inscrivent différemment. Voilà une chose qui est importante. Donc, n'attendez pas d'un cours ou d'une formation qui vous donne les solutions. Comme il y en a certains qui me demandent « Alors, on vote pour qui ?» Mais moi, je n'ai pas à vous donner de consignes de vote. J'ai à vous donner et à partager avec vous une réflexion critique sur ce que ça veut dire. Et par exemple, je peux, moi, déterminer ni l'un ni l'autre, ou en l'occurrence aujourd'hui, mais ça n'est pas ça que vous devez attendre d'un enseignant ou de quelqu'un qui vous forme. C'est vous donner, encore une fois, comment réfléchir justement. Et moi, ce que je vous dis, par exemple, ici,
arrêter, en l'occurrence, en tant que citoyen, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie ou au Japon ou en Europe, de systématiquement penser votre engagement politique en demandant si l'élu en question est plutôt positif ou négatif vis-à-vis de nous. En l'occurrence aujourd'hui, l'ère du temps en Occident n'est pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à quelque chose qui est forcément positif. Par contre, il faut développer un rapport aux politiques, au rapport à qu'est-ce qu'ils nous proposent comme politique sociale, comme politique économique, comme politique pluraliste ou non. Le jeune, tout ceci c'est le plus haut niveau, hein, on demande la liberté de conscience, et puis le fait que nous ne buvions pas d'alcool, que nous ne mangions pas de porc, et puis que pour la tenue vestimentaire nous ayons une démarche qui soit liée à la pudeur. Le fait de porter le foulard est une de ces dimensions-là. On demande à être respecté dans nos choix. Mais on ne va pas dire ça n'est plus important parce que tout à coup les objectifs qu'on aurait placés dans la règle, eh bien on pense qu'on ne les atteint pas. D'ailleurs, en plus, la vraie question c'est comment les choses vont pouvoir se faire. Comment est-ce qu'on va faire de la France ou des sociétés africaines ou des sociétés, là maintenant on en a qui nous écoutent au Canada ou qui nous écoutent partout en Europe, il y en a même qui nous écoutent en Asie à l'heure où je vous parle. Eh bien, comment on va faire pour confirmer, réaliser le projet pluraliste d'une société sur le plan de leur respect égal de la citoyenneté de chacun, mais le respect aussi des libertés de conscience, des libertés de pratique, de la diversité, même dans la tenue vestimentaire, dans les intelligences. Comment on va le faire si, en l'occurrence, l'objectif nous semble ne pas être atteint, donc on bat en retraite, on disparaît et on n'est pas visible, où on est colonisé par la peur qu'on a envie d'instiller en nous, en disant ah ben non, vous voyez, c'est la seule façon d'être un bon musulman et une bonne musulmane, c'est d'être invisible, ou c'est de faire le minimum. Non, on peut être visible physiquement, et puis il faut être encore plus visible civilement, par notre action, par notre engagement. Voilà des choses qu'il faut mettre en évidence. Donc, il faut faire attention dans cette, puisque notre enseignement est lié aux objectifs, on va y revenir d'ailleurs dans les prochains cours, on va beaucoup insister là-dessus, il ne faut pas que notre engagement sur les objectifs soit une façon de déconsidérer les règles. Il y a des règles, il faut les respecter, et puis après, à chacune de déterminer son cheminement, et de ne pas parfois essayer de justifier ses choix en surdéterminant les objectifs. Ça, ce serait un problème. Alors, je crois que j'arrive, là je suis bientôt intervention, ma première visite en l'occurrence en Iran, dans les deux interventions que j'ai pu faire, j'ai pu expliquer ce que je dis pour l'Arabie Saoudite que ce que je dis pour l'Iran, que je suis contre le fait qu'on impose aux femmes de porter le foulard par une décision d'État. Ça doit être un choix libre. Et puis en l'occurrence, après, eh bien, une femme, quand elle veut le porter, elle doit être libre aussi de le porter. Et ça aussi, c'est pour ça que je m'oppose à ces législations qui disent vouloir régler le problème, mais qui créent une vraie discrimination, puisque certaines femmes qui décident de le porter, et quand elles décident de le porter pour elles-mêmes, ce doit être respecté de la même façon. Maintenant, dans la société française, comme dans les sociétés européennes, c'est pas parce qu'on a créé par rapport à l'islam une atmosphère qui est extrêmement négative que tout à coup il faudra battre en retraite et puis se dire il faut qu'on disparaisse, il faut qu'on ne soit pas... Non, le but c'est une présence qui soit une présence active, positive pour le bien de la société. Mais la société française est une société plurielle, c'est une société dont l'islam est une des religions, et donc il faut l'accepter pour telle, et qu'on n'ait pas aujourd'hui une police de la conscience qui nous dise voilà le bon islam et voilà le mauvais islam. Et donc là, ça, il ne faut pas l'accepter. Maintenant, à aucun moment, l'idée que la raison d'être d'une règle, quand elle disparaît ou qu'on nous fait penser qu'elle a disparu dans une société, eh bien ça nous ferait faire tomber la règle. On ne peut pas aller jusque-là. Et donc la personne, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de délicatesse, elle dit j'espère n'être pas allé trop loin dans ma question, avoir enfreint. Non, non, pas du tout. Ces questions-là, il faut vraiment les poser. Et je sais qu'il y a un certain nombre
d'intellectuels ou de cadres associatifs ou de représentants de mosquées qui vont jusque-là en disant ben, l'atmosphère elle n'est pas bonne et tout à coup ils battent en retraite. On a vu ça sous les colonisations aussi, c'est-à-dire tout à coup des savants qui étaient liés aux colonisateurs ou qui voulaient être reconnus par le colonisateur faire exactement ces démarches-là. Tout à coup, il y a des choses qui étaient importantes en islam qu'on pouvait considérer comme secondaires. Non. Ce que nous devons considérer comme prioritaire ou secondaire, c'est à nous de le décider. Et puis à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit clair. Nous, on pense qu'il y a des choses qui sont supérieures. Le fait de la reconnaissance de Dieu, les 5 prières par jour,